Eh bien, merci à tous d'être ici pour cette rentrée du Forum École et Nations. Je tenais à remercier bien évidemment les responsables du Forum École et Nations, leur coordinateur national Gilles Ardina, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, et Aymeric Durox, l'un des responsables nationaux également du Forum. Qui est également d'ailleurs professeur dans un lycée francilien. Et je remercie également notre ami Jean Messia qui fait l'honneur au forum de participer et d'intervenir lors de cette rentrée. Je suis heureux également d'être présent et de représenter notre présidente Marine Le Pen, ce à double titre, en tant que conseiller de cette dernière, en tant que coordinateur national des forums, afin de souhaiter une bonne rentrée à notre forum École et Nations et également donner quelques éléments plus généraux sur la conduite des forums. Comme vous le savez, École et Nations fait partie des 4 forums nationaux qui ont été créés spontanément, c'est-à-dire à la demande de personnalités proches ou sympathisantes ou adhérentes du Rassemblement national. École et Nations a été le premier de ces forums. Nous comptons également Route Nationale qui représente l'ensemble des usagers de la route et qui traite des différentes questions, notamment de sécurité routière. Nous comptons également Terre de France, qui s'adresse entre autres aux agriculteurs et qui traite des sujets d'agriculture, et Défendre et Protéger, qui est le forum lié à toutes les questions de sécurité. Le forum École et Nations est fondamental pour le premier parti d'opposition que nous sommes, parce que l'école aujourd'hui concentre tous les échecs de la société, enfin de notre politique, de notre pays, de notre société, tous les échecs du macronisme, mais de manière plus large des 40 dernières années en France. Pour n'en citer que quelques-uns, Aymeric en reparlera plus précisément, la sécurité évidemment, mais l'école ne fait plus ne remplit plus son rôle non plus en matière d'assimilation, d'intégration, de faire nation, comme on dit dans l'expression éducation nationale, l'adjectif a été oublié depuis longtemps. Et puis l'école, c'est le lieu aussi, et surtout de l'égalité des chances, de la méritocratie républicaine. Et aujourd'hui, on sait depuis 20 ans, et cela s'aggrave d'année en année, que l'ascenseur social en France est en panne. Et que les principales victimes de cette panne sont les classes moyennes et populaires. Et notre priorité, c'est de s'occuper de ça, parce qu'on pense qu'il n'y a pas, il n'y a plus de société, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de nation qui fonctionne, qui progresse, qui réussit, s'il n'y a plus cet ascenseur social, s'il n'y a plus cette méritocratie républicaine. Pour le coup, c'est vraiment l'ADN de notre République, et ça fait partie de l'ADN du Rassemblement national. Et aujourd'hui, ce n'est plus supportable de voir qu'à chaque étape de notre vie en société, tout cela est battu en brèche. Il y a une ségrégation sociale, on voit de plus en plus à l'école. Lorsque vous supprimez, lorsque vous combattez la sélection au mérite, forcément vous avez la sélection par l'argent. Et puis toute cette espèce de classe moyenne bashing, d'ascenseur social en panne se décline après tout au long de la vie. Vous avez un immobilier, un logement qui est aujourd'hui intouchable pour les primo-accédants des classes moyennes et populaires. Vous avez un enfer fiscal qui empêche de réussir par le travail. Vous avez jusqu'à, c'est symbolique, une capitale de notre pays, Paris, qui est une capitale Potemkin, où il n'y a plus de classe populaire, où il n'y a plus de classe moyenne. Donc voilà, ce sera un chantier très important pour les années à venir
pour l'opposition que nous sommes, et ce sera un chantier important à mener lorsque nous bâtirons un projet national et lorsque nous bâtirons l'alternance. Et c'est pour ça que Marine Le Pen tient beaucoup aux travaux, à l'expertise du Forum et École et Nations. Je passe la parole donc à mes deux collègues, tout d'abord Aymeric et ensuite Jean, pour aller un petit peu plus loin que moi sur tous ces sujets. Merci à vous deux, merci à vous. Merci à toi, Franck. Merci de votre présence à vous tous. Alors, commençons cette conférence de presse par la mère de toutes les batailles au sein de l'école, la réforme phare du ministre Blanquer, celle du baccalauréat, intitulée Bac 2021, parce que les élèves qui rentrent en première dans quelques jours, eh bien, seront les premiers lauréats de ce nouveau bac dans 2 ans, donc en 2021. Et d'ailleurs, ils vont endurer les premières épreuves du contrôle continu dès le second trimestre de cette année. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle le bac 2021. En effet, donc, le mardi 6 août a été publié au journal officiel un arrêté présentant les modalités de ce nouveau baccalauréat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une véritable usine à gaz. Alors, je vous épargnerai les détails. Vous en connaissez déjà certains qui ont été, comment dirais-je, cités abondamment dans la presse. Mais en gros, suppression des filières, changement de la nature des épreuves, un calendrier illisible et très complexe à mettre en œuvre, auquel s'ajoute en même temps, n'est-ce pas, une refonte totale des programmes de seconde et de première qui a été très contraignant pour les enseignants. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'une petite réforme, d'une réformette, c'est une réforme très lourde qui va nécessiter énormément de travail pour un bénéfice nul, voire négatif. Alors, cette réforme risque de transformer le bac en brevet des lycées. Une expression qui est assez éloquente, c'est-à-dire qu'à l'instar du DNB, le diplôme national du brevet, c'est un diplôme qui va perdre en crédibilité avec notamment 40% de la note finale qui sera issue du contrôle continu. Et d'ailleurs, c'est une proportion qui risque d'augmenter dans les années à venir avec les réformes ultérieures qui ne manqueront pas certainement. Et donc, comme à l'instar du brevet, pour certains élèves, eh bien, ils auront déjà le bac avant même de faire leurs épreuves finales à la fin de la terminale. C'est en somme une réforme bâclée, et l'on tente de nous faire croire que supprimer des épreuves au bac, c'est le renforcer. Alors il est quand même étonnant de constater qu'une telle réforme s'attaque à un symbole qui tenait encore debout et qui faisait tenir le système debout. La conséquence de tout ceci, ce sera l'avènement d'un bac qu'on pourrait qualifier d'un bac maison, différent d'un lycée à l'autre, qui dépendra grandement de la réputation du dit lycée, en rupture avec l'égalité républicaine qui en faisait un diplôme national. Et finalement, pour cacher ces disparités, on verra ici ou là, à coup sûr, une augmentation artificielle des notes pour compenser des résultats qui seraient bien moins bons, voire médiocres, et pour donner une impression d'égalité, mais qui serait tout à fait artificielle. Et là aussi, on peut attendre du coup des taux de réussite qui vont devenir, si je puis dire, soviétiques. Je rappelle qu'on est en 2019, toutes filières confondues, on est à 88,1% de réussite au bac. On peut, avec ce système de contrôle continu, imaginer que bientôt on arrivera à 95, voire 100%. À mon avis, c'est un objectif non fin du pouvoir. Et on pourrait arriver à ce qu'on peut appeler un bac pour tous, finalement. Un bac discrédité et sans valeur aucune. Un bac qui achèverait ainsi le processus de massification par l'abaissement du niveau engagé par la gauche depuis les années 80. Au Forum École et Nations, au contraire, nous sommes depuis le début inquiets quant à cette réforme, c'est-à-dire depuis la remise du rapport Mathiot en janvier 2018. Et nous pensons donc qu'il faut au contraire restaurer le niveau d'exigence du baccalauréat, refaire du bac un diplôme sélectif en rétablissant des exigences disciplinaires fortes. Par exemple, dans la réforme à venir, il n'y a plus de composition pour le tronc commun en histoire.
Donc des élèves de première et de terminale pourront, s'ils ne choisissent pas l'histoire en spécialité, ne plus jamais faire de dissertation en histoire, ce qui est un exercice classique et indispensable pour la formation de l'esprit, qu'ils ne feront plus du tout. Sans sélection, on n'incite pas au travail, à l'effort, qui est le b.a.-ba de l'apprentissage. On n'élève personne, ce qui est l'étymologie du verbe éduquer. Au contraire, on ment aux élèves sur leur véritable niveau, ce qui engendre frustration et incompréhension dans le monde supérieur. Refaire du bac un diplôme sélectif, c'est redonner sa crédibilité au diplôme, leur autorité aux professeurs, et en même temps, c'est élever le niveau général des élèves, désengorger du coup les universités et éviter le taux d'échec catastrophique de 60% actuellement en première année. Alors, le second point que nous souhaitons aborder avec vous est un problème grave et endémique depuis de trop nombreuses années, c'est celui de la violence à l'école. Alors, rappelez-vous, ce sujet avait été mis sur le devant de la scène en octobre 2018, après qu'un élève de première du lycée Édouard Branly à Créteil avait braqué sa professeure en plein cours avec un pistolet factice pour qu'elle le note présent alors qu'il était arrivé en retard. Cette scène filmée par des camarades hilars était devenue virale et le symbole d'une violence extrême à l'école. Elle avait néanmoins permis la libération de la parole des enseignants autour du hashtag pas de vague, vous vous en souvenez certainement. En des milliers de messages, les professeurs ont alors pu témoigner de la violence verbale et physique qu'ils endurent au quotidien dans certains établissements, malheureusement de plus en plus nombreux. Cette campagne sur les réseaux sociaux avait finalement validé les analyses que le Rassemblement national fait seul depuis des années, c'est-à-dire que l'insécurité a bien atteint des niveaux alarmants dans certains établissements. Il y a bien une volonté de l'institution scolaire de nier, voire de minimiser, voire de nier ces faits très graves. Je rappelle également que dans le projet de loi présenté au Parlement en avril 2019, intitulé la loi pour l'école de la confiance, dans l'article 1er, il y avait une volonté très claire de museler la parole des enseignants suite à ce qui s'était passé sur les réseaux sociaux. Heureusement, le Sénat a amendé cet article 1, mais ça avait, comment dirais-je, très largement inquiété les enseignants. Alors, on se souvient qu'à l'issue de cette triste affaire, M. Blanquer, flanqué de Mme Belloubet, de M. Castaner, avait pris un ton martial pour annoncer un grand plan de lutte intergouvernemental contre la violence scolaire. Ce plan avait été promis pour décembre 2018, soit à peu près 2 mois après les événements. Et depuis, absolument rien jusqu'à ce matin, puisque le hasard du calendrier fait bien les choses. M. Blanquer a fait sa conférence de rentrée à 9h, dans laquelle, en gros, il se satisfait de tout ce qu'il a pu réaliser depuis 2 ans. Alors, j'ai pris quelques notes. Ce qui est étonnant, c'est qu'il parle d'une ambiance générale qui est satisfaisante, alors que les échos que j'en ai dans ma salle de classe et de par tous les contacts que j'ai, c'est que c'est certainement le ministre le plus détesté depuis Caudalague. Et lui nous dit que tout va bien. Je rappelle qu'on sort d'événements assez sérieux, des rétentions de notes, des appels à la grève pour la rentrée, le collectif Stylo Rouge. Enfin, la situation n'a jamais été aussi finalement brûlante. Et M. Blanquer nous dit que tout va bien. Et alors, il a fait une conférence en 3 points. Le premier point, c'était l'égalité des chances. Deuxième point, bien-être du personnel. Et troisième point, un point sur le développement durable, l'actualité oblige. Et alors, dans le deuxième point, le bien-être personnel, enfin du personnel de l'établissement, des établissements scolaires, en deuxième sous-partie, il a évoqué ce plan. Le plan qui était promis en décembre 2019. Donc déjà, il y a 9 mois de retard.
Et au bout de 9 mois, on pourrait attendre à des choses un petit peu pertinentes, un petit peu sensées. Et qu'est-ce qu'il a dit en réalité dans cette sous-partie? Il a rappelé les petites mesurettes qu'il avait déjà évoquées au mois de décembre, c'est-à-dire en gros signalement des violences, accompagnement des victimes, enfin des choses qui relèvent du bon sens en réalité. On pouvait attendre qu'au bout de 9 mois, il y ait des mesures fortes, des mesures que nous prenons, j'y reviendrai tout à l'heure, et en fait pas du tout. Donc comme souvent avec M. Blanquer, ce sont des effets de com', c'est la montagne qui accouche d'une souris. Il n'y aura absolument rien, et les enseignants qui sont confrontés à cette violence inadmissible ne seront pas plus aidés après qu'avant. Donc malheureusement, c'est toujours la même chose avec lui. Également, en janvier de cette année, M. Blanquer avait annoncé qu'il envisageait d'instaurer des sanctions financières à l'encontre des familles d'élèves les plus perturbateurs, et notamment la suspension des allocations familiales. Alors à défaut de ce grand plan intergouvernemental contre la sécurité, c'était là la seule mesure sécuritaire de Jean-Michel Blanquer, et nous nous félicitions au Forum École et Nation à l'époque que le ministre reprenne nos mesures de bon sens et qui sont réclamées par l'opinion publique. Malheureusement, il a dû céder face à l'aile gauche de La République En Marche. On se rappelle des tweets assassins de M. Taché, etc., qui avaient repris les mêmes éléments de langage que le Parti Socialiste et l'extrême gauche depuis 40 ans, alors que le corps enseignant et l'opinion publique sont pour des mesures de fermeté et attendent cela. Et il avait, M. Blanquer, à cette occasion, tout simplement fait preuve d'un manque de courage et de conviction, qui démontre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sa politique, c'est avant tout des effets de communication. Il multiplie les annonces intéressantes et gagne ainsi la confiance des Français, comme par exemple le port de l'uniforme, comme le fait qu'il était contre que les mères voilées accompagnent les sorties scolaires, etc. Et puis à chaque fois qu'il annonce des mesures qui visent un certain électorat, on va dire, il est retoqué soit par le président Macron sur les mères voilées, soit par l'aile gauche de La République En Marche pour la suspension des allocations familiales. Et donc, dans le même temps, eh bien, sa majorité fait obstacle à ces mesures les plus utiles, mais elle n'oublie pas de voter les textes les plus nocifs, comme cette réforme ratée du baccalauréat dont nous avons parlé. À l'inverse de M. Blanquer, le Rassemblement national a proposé, dès le lendemain du mouvement Pas de Vague, un plan d'urgence, c'était une semaine après, un plan d'urgence contre l'ensauvagement scolaire. Ce plan participe de notre programme national contre l'insécurité et avait été présenté par Marine Le Pen lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale le 25 octobre 2018. C'est exactement 7 jours après les événements. Nous avions été très réactifs. Ces mesures que je tiens ici à votre disposition, qui sont au nombre de 10 et qui concluaient un rapport de 7 pages, eh bien, sont plus que jamais d'actualité. Et le ministre de l'Éducation nationale serait plus qu'inspiré de les appliquer. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je cède désormais la parole à Jean Messia qui va traiter d'un autre sujet d'actualité. Merci Aymeric. Un sujet en fait très connexe puisqu'il s'agit du service national universel que beaucoup en fait confondent avec le retour d'un service militaire. Mais la présence de ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il s'agit d'un service éducatif et non pas d'un service militaire, comme je vais vous le montrer dans un instant. Donc en fait, ce service national universel, comme vous le savez déjà peut-être, sa phase expérimentale a été lancée il y a quelques semaines. Il va concerner les jeunes de 15 et 16 ans. On aura d'abord une première période d'une quinzaine de jours qui s'appelle la phase de cohésion, où les jeunes seront ensemble par brigade de 200, afin de leur donner une sorte de coloration, de culture générale autour de la problématique de défense, mais pas seulement. Il y a la sécurité et la résilience, par exemple, la culture et le patrimoine, l'autonomie, la connaissance des services publics, la citoyenneté, etc. Enfin, une espèce de phase fourre-tout où on donne en fait un substrat de culture générale à ces jeunes. Et ensuite, dans un second temps, également pour une période de 15 jours, il y aura une mission d'intérêt général. Ça, c'est les deux phases obligatoires, 15 jours et 15 jours, donc un mois, qui peuvent être poursuivies par une phase facultative ou volontaire dite d'engagement, qui est dédiée au choix à 3 blocs, défense-sécurité,
accompagnement des personnes, préservation du patrimoine et de l'environnement. On prévoit un déploiement de ce système à partir de 2021 avec un coût global de 1,7 milliard d'euros. Alors que le service militaire de papa, si je puis dire, visait à former les hommes à la défense du pays et créer ou recréer en même temps une mixité sociale et territoriale, Emmanuel Macron a d'emblée choisi d'exclure du service national universel la partie militaire. Il n'y a pas de partie militaire dans le SNU. Et il y a mis à la place 4 grands môles: le renforcement de la cohésion nationale, le développement de la culture de l'engagement, et enfin l'aide à l'insertion sociale et professionnelle. Ça en fait 3, pardon, et non pas 4. Le service national universel, comme je viens de le montrer, ne constitue donc en rien un retour à un service patriote pour la défense du pays, mais apparaît comme une sorte de gadget socio-culturel dont les objectifs, pour respectables qu'ils soient, sont irréalisables dans un laps de temps aussi court. La problématique actuelle de notre jeunesse, et ça a été démontré par les 2 intervenants précédents, se situe davantage dans la défaillance de notre système éducatif actuel, et notamment sur les questions importantes qu'espère justement traiter le SNU. Parce qu'en fait, la question, c'est toutes ces problématiques qui sont traitées à l'intérieur du service national universel. Pourquoi n'est-ce pas au sein de l'école républicaine, publique ou privée sous contrat, qu'elles sont traitées ? Pourquoi, par exemple, on ne transmet pas ce socle républicain, cette cohésion nationale, ce goût de l'engagement, et que l'on ne se prépare pas à l'insertion professionnelle et sociale au sein de l'école ? En réalité, ce SNU vise à corriger de manière exogène, de manière externe, toutes les défaillances de notre système éducatif. Alors, pourquoi on ne peut pas, donner à l'école pour mission de faire ce que le SNU a prévu ? Pour au moins 3 raisons. D'abord, la première, c'est qu'aux hussards noirs de la République qui remplissaient une mission au sens presque missionnaire du terme, s'est progressivement et largement substitué un corps enseignant corporatisé, politisé et mobilisé sur toutes les contestations sociales et sociétales possibles. Comment en effet faire parler de nation, de patrie, de sacrifice et d'engagement, et hisser le drapeau tricolore à des enseignants qui majoritairement se méfient de ces concepts et de ces symboles ? La deuxième raison, c'est que dans de trop nombreux territoires d'après-France, l'indiscipline chronique, l'irrespect structurel de l'autorité, le mépris, pour ne pas dire la haine de la France, rend la tâche des éducateurs très difficile, ne serait-ce que pour la simple transmission des savoirs fondamentaux. Alors pensez-vous, pour la célébration de la nation et de la République, on n'en parle même pas. Et enfin, la troisième raison, c'est que nous avons laissé dériver l'école vers un relativisme généralisé. On sait très bien qu'on ne note pas au lycée Janson de Sailly, dans le 16e arrondissement de Paris, comme on le fait au lycée Paul-Éluard de la Seine-Saint-Denis, car le niveau est trop différent. Et donc l'école va s'adapter à l'environnement social et culturel du quartier. On va tolérer et on va comprendre, entre guillemets, l'irruption des problématiques familiales et ethno-culturelles dans la vie scolaire. On tempère devant les voyous et les perturbateurs. En fait, on capitule, au mieux devant l'ensauvagement de territoires entiers et au pire devant la sécession. Et donc, aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que le SNU, et ces 2 fois 15 jours sur une vie scolaire tout entière, pourrait redonner du sens à tout cela ? Bien sûr que non. C'est une initiative qui n'est sans doute pas inutile, mais clairement pas à la hauteur des enjeux qui sont aujourd'hui les enjeux de l'école. L'école, le collège et le lycée doivent en effet être prioritairement le lieu de la transmission des savoirs fondamentaux, et spécialisés selon les filières et les âges, mais également le lieu de formation du jeune Français à la citoyenneté et au patriotisme, comme cela a toujours été le cas depuis des siècles. Les syndicats de gauche, pour la plupart, qui ont abîmé l'école, se sont fixés comme mission de faire de nos enfants des agents de leurs obsessions sociales et sociétales. Nous voulons en faire des sachants au sens noble du terme, ainsi que des républicains. Mais pour cela, il y a 4 conditions. La première, sans laquelle rien n'est possible, c'est faire revenir l'ordre dans nos établissements et partout.
Nous préconisons la création d'une véritable garde de la paix scolaire, qui est bien sûr non armée, mais présente en permanence ou à la demande, selon la taille des établissements et les circonstances, afin d'assurer l'enseignement dans le calme et le respect, assurer la sécurité des élèves, mais bien sûr aussi celle des enseignants. Plus question de pions que l'on peut allègrement chahuter, mais des hommes et des femmes formés qui auront les pouvoirs de rappeler à l'ordre, de maîtriser et d'expulser selon la nécessité. Cette pacification peut aussi passer par la remise à l'ordre du jour de ce qu'on appelait dans le temps le poste de censeur ou de surveillant général, que les seniors parmi nous ont peut-être connu. Cet adjoint du proviseur était responsable de la discipline et la faisait régner. Quant aux perturbateurs chroniques, ils doivent être rapidement exclus. On a vu tout à l'heure qu'en fait c'était une minorité, mais ils doivent être rapidement exclus et intégrés dans des établissements spécialisés. Alors, comment financer une telle mesure qui coûtera sans doute plusieurs centaines de millions d'euros par an? Eh bien, tout simplement en taillant dans la jungle des subventions nationales et locales, qui représentent plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, aux assos qui pullulent tout en ayant une utilité parfois plus que contestable. La deuxième condition, c'est de mettre l'enseignement moral et civique, ce qu'on appelle l'EMC, au premier rang des grandes matières de notre éducation nationale, alors qu'aujourd'hui, seules 300 heures y sont consacrées annuellement, et que cet enseignement ne figure même pas aux épreuves du baccalauréat. Il faut doubler le nombre d'heures allouées à cette matière essentielle et en faire une épreuve du bac dans toutes les filières. La troisième condition, c'est la remise à l'honneur des rites et des symboles républicains. À quelques occasions dans l'année, l'ensemble des élèves doit être rassemblé dans la cour de l'établissement pour assister à la montée des couleurs et chanter la Marseillaise. Il faut également non pas une, mais plusieurs journées de défense et de citoyenneté au cours de la scolarité afin de véritablement sensibiliser les jeunes aux impératifs de la protection de notre pays. Et enfin, quatrième condition, revaloriser le statut des enseignants. Il est hors de doute que des années de pénurie budgétaire ont érodé les rémunérations du corps enseignant et provoqué un certain recul de l'engagement. Un nouvel effort doit être fait, mais avec une part plus élevée pour les primes, qui doivent être davantage liées au mérite qu'elles ne le sont aujourd'hui, et dans un donnant-donnant clair, vous participez à l'effort de restauration de l'idéal républicain et vous serez mieux considéré financièrement. Mais quid de la mixité sociale, me direz-vous? Eh bien, pour nous, la mixité sociale, elle ne s'impose pas, elle se crée. Dans des territoires entiers de notre pays, le peuple premier, les Français de souche, que j'en parle d'autant plus aisément que moi-même j'en suis pas, donc je suis tout à fait à l'aise avec ce concept. Donc les Français de souche, ainsi que les immigrés intégrés et dynamiques, ont fui en raison de la submersion migratoire et de la disparition pure et simple de la France. Et quand ils y sont restés, ils font de gros sacrifices financiers pour mettre leurs enfants dans l'enseignement privé, réputé plus discipliné et plus sérieux. Le retour de l'ordre dans la rue et à l'école, l'arrêt de l'immigration et l'expulsion des étrangers indésirables, délinquants, clandestins, etc., ainsi qu'une lutte déterminée contre le communautarisme, rendront ces territoires à nouveau attractifs aux classes moyennes. Ces territoires qui sont, il est utile de le rappeler, bien dotés en infrastructures publiques et disposent d'un parc immobilier de qualité à moindre coût, contrairement aux mensonges véhiculés par le discours victimaire actuel. Notre ambition au Rassemblement national est de refaire de l'école le grand creuset républicain qu'il fut, où une éducation moderne, efficace, rigoureuse, politiquement et religieusement neutre, sculpte la et le jeune Français pour en faire un citoyen éclairé et préparé aux défis économiques et sociaux qui l'attendent. Je vous remercie. Quelques mots pour conclure. Donc, vous l'aurez compris à partir des interventions d'Aymeric et de Jean. Le fameux service national que nous propose monsieur Attal, en gros, c'est la journée d'appel à la défense que j'ai faite d'ailleurs et que nous avons été beaucoup à faire, c'est-à-dire c'est une journée mais multipliée par 15 ou par un mois. Ça n'a aucun sens, ça ne répond pas du tout au choc en termes républicains, en termes de valeurs, en termes identitaires qu'ont pu être les vagues d'attentats islamistes, parce que c'est à partir de notamment de 2015 qu'on s'est dit il y a quelque chose de véritablement pourri dans la République française et il faut un électrochoc. Et évidemment, ce n'est pas des gadgets qui sont des électrochocs.
Pour ce qui est de M. Blanquer, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on sait beaucoup que la presse, alors un petit peu moins, je vois depuis quelques jours, et en particulier ce matin, j'ai écouté, mais il fallait un meilleur élève de la classe. Donc M. Blanquer, c'est le meilleur élève de la classe. Sauf que la classe macronienne, c'est une classe de cancre. Donc c'est le meilleur élève d'une classe de cancre. Et comme on le disait, lorsqu'on va faire du bac, ce qu'ils sont en train d'en faire, eh bien tout dépendra du lycée et de la classe où il a été passé. Eh bien, enfin pas passé d'ailleurs, où il a été distribué. Eh bien là c'est pareil, tout dépend de quelle classe on est le meilleur élève. Et depuis quasiment un mi-mandat, puisqu'on est à quelques semaines, à quelques mois si vous préférez, à 2 mois du mi-mandat de Macron, eh bien on a des effets d'annonce, et on a des gadgets, on a de la com, en cela M. Blanquer est le parfait macroniste, et lorsqu'il y a quelques petits élans, petits courage, petite témérité, comme le citait tout à l'heure Émeric, eh bien très vite, on recule derrière la gauche morale qui a également sa place au sein de la Macronie. Donc voilà quelques derniers mots sur cette rentrée scolaire. Pour ce qui est du Rassemblement national, comme vous le savez, le 15 septembre prochain, nous nous retrouverons à Fréjus pour une université d'été, qui sera conclue par la rentrée donc, de Marine Le Pen, un discours de Marine Le Pen. Cette rentrée sera l'occasion déjà de revenir sur une année de victoire électorale, qui nous a vu sortir en tête des élections européennes, alors que pendant toute la campagne, on nous avait expliqué qu'on arriverait derrière la liste de Madame Loiseau. Donc déjà revenir cette année de victoire électorale, et puis évidemment commencer à se projeter, enfin continuer à se projeter, parce que vous savez très bien que beaucoup de nos candidats ont commencé à faire campagne dans nos communes, comme notre commission nationale d'investiture travaille à terminer les bataillons, à boucler les bataillons de candidats Rassemblement national qui iront au municipal. Donc évidemment se projeter vers les municipales, et enfin se projeter au-delà, c'est-à-dire assurer notre mission d'opposition nationale, car ce n'est pas un souhait, mais c'est un constat et une analyse. Aujourd'hui, il n'y a rien entre nous et Emmanuel Macron, car il n'y a pas de projet alternatif à Macron, hormis le projet du Rassemblement national, et il n'y a pas de force d'opposition alternative à Emmanuel Macron, hormis le Rassemblement national. Donc ça nous donne surtout des devoirs. Le devoir de travailler à notre implantation locale. On va le faire au cours des différentes élections territoriales qui vont arriver, la première d'entre elles, les municipales. Préparer également notre projet, et préparer également les hommes et les femmes qui le mettront en œuvre. Donc il y a tout un travail qui est à la fois politique, mais également intellectuel. Et vous pouvez compter sur Marine Le Pen et sur nous pour le mener à bien.